il faut envoyer des troupes sur le terrain, c'est sûr, c'est pas ce que je dis. Mais des fois, ils ont tendance à privilégier les opérations d'infanterie qui auraient pu être menées par des bombardements pour ne pas faire de victimes collatérales trop importantes, ce qui est une vision qui me semble absurde. Évidemment qu'on ne cherche pas à tuer des civils palestiniens, mais entre ne pas chercher à tuer des civils palestiniens et mettre en danger nos troupes pour ne pas les tuer, il y a une énorme différence qu'aucune armée au monde, et je précise aucune armée au monde, et sûrement pas ni les Américains, ni les Français, ni personne d'autre, ne ferait une chose pareille. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Benjamin Lashkar. Benjamin, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du parti Tikva Hadasha de Guidon Sar, mais nous vous avons sollicité à la suite d'un post que vous avez publié hier sur un débat qui, d'une certaine manière, est omniprésent et qui a rebondi en particulier après ce qui s'est passé à Sajaïe avant-hier soir concernant la mise en danger de soldats israéliens qui sont au combat face aux terroristes palestiniens. Est-ce que tout est fait pour protéger d'une certaine manière les soldats israéliens, et est-ce que dans la stratégie de l'armée israélienne, est-ce que on n'aurait peut-être pas pu, dans le cas précis, peut-être utiliser l'armée de l'air, utiliser des forces pour préserver les forces terrestres israéliennes, ou et puis en particulier éviter de sacrifier entre guillemets des soldats pour des civils palestiniens dans le cadre des accords qui ont été conclus avec l'administration américaine, qui demande toujours de protéger les civils palestiniens dans la bande de Gaza. Alors, quelle est votre position? Résumez-nous le post que vous avez publié hier. C'est pas nouveau d'ailleurs, je me rappelle très bien la même discussion à l'époque de la seconde intifada lors de l'opération Chomat Magen. On a l'impression parfois que l'armée israélienne, pour protéger les civils palestiniens, éviter les pertes civiles innocentes, entre guillemets, de l'autre côté, est prête à risquer la vie de nos soldats. Alors c'est vrai, je dis pas qu'il faut uniquement utiliser l'armée de l'air, parce que d'ailleurs on l'avait vu à la seconde guerre du Liban, que l'armée de l'air est relativement inefficace pour déloger complètement les terroristes. Il faut envoyer des troupes sur le terrain, c'est sûr, c'est pas ce que je dis. Mais des fois, ils ont tendance à privilégier les opérations d'infanterie qui auraient pu être menées par des bombardements pour ne pas faire de victimes collatérales trop importantes, ce qui est une vision qui me semble absurde. Évidemment qu'on ne cherche pas à tuer des civils palestiniens, mais entre ne pas chercher à tuer des civils palestiniens et mettre en danger nos troupes pour ne pas les tuer, il y a une énorme différence qu'aucune armée au monde, et je précise aucune armée au monde, et sûrement pas ni les Américains, ni les Français, ni personne d'autre, ne ferait une chose pareille. Il n'y a que les Israéliens qui sont capables de mettre en danger leurs troupes pour protéger les populations civiles ennemies. Ce sont des ennemis, ce ne sont pas nos amis. Ce n'est pas... Je rappelle que par exemple, dans le siège de Mossoul en 2016-2017, c'est il n'y a pas très longtemps, on était venus libérer Mossoul. C'était pas que les habitants de Mossoul étaient des ennemis. Les habitants de Mossoul étaient les gens qu'on venait libérer de l'occupation de Daesh. Ça n'a pas empêché d'en tuer 40 000, et qu'on n'a sûrement pas risqué la vie de soldats américains pour protéger des civils qu'on venait libérer. Là, c'est même pas des gens qu'on vient libérer, c'est une population ennemie qui soutient nos ennemis, nos ennemis viennent de cette population, et on essaye parfois, alors je dis pas que c'est le cas systématiquement, mais parfois on a tendance à vouloir, en voulant limiter les pertes civiles pour des raisons de relations internationales, de relations publiques et d'image d'Israël, on sacrifie nos soldats, et ça me semble complètement absurde, d'autant plus que le monde entier est persuadé qu'on les massacre de toute manière. Alors à quoi ça sert? On ne gagne rien, on a juste perdu malheureusement des héros, des soldats, pour des raisons absurdes. Alors, votre sentiment, il s'exprime sur la base d'informations précises, ou alors c'est un sentiment qui est partagé par d'autres Israéliens? Il y a eu quelques cas précis où effectivement on sait que des soldats ont été envoyés là où il y a uniquement pour limiter le nombre de pertes. On sait aussi que c'est la vision à la fois de nos dirigeants politiques et militaires, essentiellement pour limiter les critiques des États-Unis. Mais bon, je comprends qu'on a besoin des États-Unis et de leur soutien, mais on entre parfois dans de l'absurde. Et j'ai aussi parlé dans mon poste, et ça c'est un autre problème, ça c'est une question qui est plus interne, le fait de sacrifier des soldats pour récupérer des corps. Là aussi, ça me semble ridicule, parce que évidemment qu'on veut récupérer les corps et qu'on veut qu'ils soient enterrés en Israël,
Mais de là à faire tuer des gens pour récupérer des cadavres, c'est quelque chose qui me semble Ah, complètement contradictoire. Et là encore, ce sont des valeurs israéliennes qui sont à l'origine très très belles, mais qui, poussées à l'extrême, mènent à des absurdités dans ce genre. alors justement, je voudrais vous poser la question sur le principe en lui-même. Est-ce qu'on peut finalement combattre des organisations terroristes comme le Hamas, dont on a vu et mesuré la cruauté, avec une éthique, une morale occidentale qui veut faire une distinction entre des gens, et d'ailleurs je citais un sondage des Palestiniens, plus de 70% des Palestiniens, même de Judée-Samarie, qui considèrent que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est à l'honneur du Hamas et à l'honneur de la cause palestinienne. Comment on fait là? Est-ce que finalement c'est possible, tout simplement, de combattre dans ces circonstances? C'est pas une morale occidentale. Les Occidentaux, quand ils mènent la guerre, ils font pas ce que nous faisons, justement. Moi, je dis faisons comme les Occidentaux, faisons comme l'armée américaine à Mossoul, faisons comme évidemment les Occidentaux, les alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me rappelle pas que les gens pleuraient parce que les civils allemands étaient tués. Et ils ont eu plusieurs millions de morts. Personne n'a pleuré sur les civils allemands. D'ailleurs, personne n'a pleuré sur les civils français qui ont été bombardés. 70 000 Français sont morts pendant la libération de la France. Personne, à part les collaborateurs, personne n'y a vu un problème, alors que c'est des gens qu'on venait libérer. C'est la guerre. On a aujourd'hui des armes plus précises, alors effectivement, il faut essayer de limiter les pertes civiles, avec plaisir. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire pour limiter les pertes civiles, et surtout pas mettre en danger ni nos hommes, ni les objectifs de la guerre, pour limiter les pertes de l'ennemi. En plus, comme vous le rappelez, ce sont des gens qui ne sont pas des gens qui sont otages d'un mouvement terroriste, ce sont des gens qui soutiennent ce mouvement terroriste, qui l'ont mis au pouvoir, qui le financent. Les terroristes eux-mêmes viennent de cette population. À la fin, il faut arrêter cette distinction qui est un peu illusoire entre la population civile innocente et les terroristes. Ce sont les mêmes populations. Évidemment, il faut viser les combattants et pas les non-combattants, mais il n'y a pas exactement de gens complètement innocents d'un côté et de terroristes malfaisants de l'autre. C'est la même population. Et vous avez le sentiment que pour essayer justement d'éviter des pertes collatérales de civils palestiniens, eh bien, l'opération est en train de prendre plus de temps que prévu, c'est-à-dire que ça oblige l'armée à être beaucoup plus prudente? Je ne suis pas non plus spécialiste militaire à ce point-là, et je ne suis pas dans le secret du cabinet. C'est probable que l'opération prenne plus de temps pour éviter les victimes civiles. En même temps, ça me semble tellement absurde, puisque le monde entier est persuadé qu'on les massacre de toute manière. Ils parlent de génocide du matin au soir. Donc, vraiment, on n'y gagne pas grand-chose. Je rappelle, il ne faut surtout pas viser volontairement les civils, et il ne faut surtout pas essayer de massacrer la population palestinienne. C'est une horreur morale absolue et qui est contraire à toutes nos valeurs. Mais de là à prendre des mesures extrêmes qui nous mettent en danger, qui mettent en danger les objectifs d'opération, c'est un écart qui est très grand. Et je pense qu'il faut absolument trouver la juste mesure, qui est celle menée par toutes les armées normales occidentales, qui consiste à ne pas viser les civils, à faire en sorte de se concentrer sur les objectifs militaires. Mais s'il y a des victimes collatérales, eh ben, il y a des victimes collatérales parce que c'est la guerre, c'est comme ça. Alors, c'est peut-être une dernière question qui sera plus politique, on va dire, puisque vous êtes très proche de Guidon Sarr. On a vu Guidon Sarr, on va dire, très, très militant dans le cabinet de guerre, dans le cabinet de sécurité, cabinet restreint. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une vision commune de Binyamin Netanyahou et de Guidon Sarr? On a parlé même d'un rapprochement entre les deux hommes. Est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs au niveau de la victoire? Parce que Netanyahou, j'en ai aucune idée, puisque la seule chose qui intéresse Netanyahou, c'est Netanyahou. Donc, honnêtement, je ne pense pas que ce soit les mêmes objectifs. Mais Guidon Sarr est de droite, il a toujours été de droite, il a toujours été l'aile droite du Likoud. Et il n'y a rien de nouveau là-dessus. Il n'y a aucun rapprochement avec le Likoud. Je lui ai même posé la question directement. Il m'a dit que c'était une plaisanterie. Il n'y a absolument aucun retour au Likoud. Nous sommes un parti de droite qui a toujours été à droite et qui restera à droite. Mais qui pourrait quitter par exemple le camp national de Benny Gantz dans une certaine constellation politique après la guerre? On verra, c'est possible. À la base, l'alliance avec Benny Gantz était plus un rapprochement politique que idéologique. Il y a des écarts. On espérait pouvoir réduire ces écarts. Ils sont toujours malheureusement trop importants. Benny Gantz représente une vision que je respecte mais qui n'est pas la nôtre.
Donc il y a de fortes chances, je ne dis pas que c'est sûr, mais il y a de fortes chances qu'effectivement il y ait une séparation. Personnellement, et là je donne mon avis à moi, c'est pas ce que m'a dit Guy Donsart du tout. Je pense qu'il faudrait créer un grand parti de droite nationale libérale, ce qui était censé être le Likoud, mais qui n'est plus, avec notamment Bennett, peut-être Yossi Cohen, d'autres gens, et pour recréer une nouvelle force de droite normale, qui malheureusement a disparu. Je pense qu'il y a un boulevard pour nous si on fait ça. C'est ce que le public qui votait avant pour Likoud veut, et que c'est le parti qui pourra gagner les élections si on a l'intelligence de le constituer. Eh bien, Benjamin Lashkar, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions autour de ce poste donc, que vous avez rédigé autour donc, du fait que eh bien, l'armée israélienne devait tout faire pour éviter des pertes de la part de ses soldats, y compris même si eh bien, parfois on se trouve confronté à des dilemmes éthiques et moraux concernant les civils entre guillemets palestiniens de la bande de Gaza. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée.